Bonjour Monsieur le Sénateur, Bonjour Gilles. merci de nous accueillir ici au Sénat, dans ce haut lieu de la République française. C'est un grand plaisir, hein. C'est aussi votre maison à tous, à tous les Français, donc c'est un plaisir de vous y recevoir. J'ai envie de vous poser une première question, c'est tout simplement, est-ce que votre vie a changé? Ah oui, forcément, forcément, parce que déjà le rythme d'être toutes les semaines, 2 à 3 jours par semaine, voire parfois actuellement 4 jours par semaine à Paris, ça change une vie. Donc oui, sur le rythme, ça change. Sénateur, c'est un plein temps, c'est même un 120%, non? C'est un plein temps, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû abandonner mes autres mandats. C'est véritablement un mandat d'engagement où il faut de la présence physique, à la fois à Paris et à la fois sur le terrain. Parce que le rôle du sénateur, c'est précisément ça, c'est-à-dire c'est d'être le représentant des territoires au sein de cette assemblée. Le député est le représentant du peuple, le sénateur est le représentant des territoires, et également, bien entendu, des citoyens, puisque nous votons toutes les lois qui passent à l'Assemblée. Donc c'est le mélange des deux. Mais ça demande une présence physique des deux côtés. Comment ça se décompose? C'est la moitié sur le terrain, la moitié au Sénat, ou c'est une autre proportion? Ça dépend du rythme, en fait. Ça dépend du rythme législatif. Actuellement, je passe plus de temps au Sénat que sur le terrain. Et si on reprend une vie normale, une vie législative normale, globalement, c'est moitié-moitié, 50-50. Mais actuellement, on a beaucoup de lois qui passent en procédure accélérée, des lois importantes. À l'instant où on se parle, nous retournerons dans quelques heures dans l'hémicycle pour la loi immigration. C'est une loi importante, une grosse loi très attendue, avec 600 amendements. Donc forcément, elle nécessite qu'on s'y engage plus fortement et elle est très chronophage et énergivore en même temps. Si on se place dans un côté hiérarchie, est-ce que c'est égal? Est-ce qu'il y a plus d'importance entre l'Assemblée nationale et le Sénat? Ou c'est deux chambres équivalentes? Je ne sais pas comment on peut dire. Alors le Sénat est la chambre haute, donc bon, déjà le terme chambre haute, on peut considérer qu'elle est au-dessus de l'Assemblée nationale, mais je ne veux pas dévaloriser le travail des députés, c'est absolument pas le sujet. Il y a une chose de certaine, c'est qu'actuellement le Sénat a repris beaucoup de poids dans le fonctionnement de nos institutions et de notre République, parce que la majorité n'étant pas présente à l'Assemblée nationale, le Sénat a un poids et un rôle beaucoup plus important, donc nous sommes beaucoup plus regardés et beaucoup plus attendus sur les examens de loi. Il y a encore quelques mois, j'imagine, vous n'étiez même pas dans l'esprit, dans la tête, dans le rôle d'un sénateur. Est-ce qu'aujourd'hui que vous êtes élu, ça correspond un peu à cette image que vous en aviez avant d'être dans ces lieux? Alors oui, ça correspond à une différence près, c'est qu'on m'avait toujours dit le Sénat a un rythme ralenti, on a une image un peu biaisée du Sénat pour le coup. Et en réalité, dans la période actuelle, le Sénat a un rythme de travail important et intense. Hier soir, l'hémicycle a fermé à 1h du matin. Ce soir, on va terminer vers 2h du matin. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les lois soient entièrement examinées, amendement par amendement. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 600 amendements, plus de 600 amendements sur la loi immigration, tous ces amendements donnent lieu à explication, à débat et à réponse à la fois du rapporteur de loi et du ministre présent, donc en l'occurrence Gérald Darmanin, présent dans l'hémicycle. Donc forcément, sur chaque amendement, il y a un temps d'échange long, donc le rythme actuellement est assez fourni, assez intense. Avec ces amendements, avec ces discussions, est-ce que vous avez l'impression, dans votre rôle, de faire avancer les choses, de faire changer les choses? Oui, de manière tout à fait, la réponse sera directe, c'est clairement oui, parce que les amendements proposés par le Sénat sont des amendements très techniques, qui remontent du terrain et qui mélangent à la fois le côté technique des choses, c'est-à-dire que technique des procédures, et puis le pragmatisme que nous avons pu acquérir en étant élus de terrain, élus local. Donc oui, on va dans le détail des lois, et je dirais que beaucoup de nos amendements ne sont pas des décrets, mais sont presque me font penser à des décrets, c'est-à-dire qu'ils vont presque dans l'amendement est dans la philosophie générale, le décret normalement
définit l'application de la loi sur le terrain, mais on fouille et on va finalement au fond. C'est un travail de fond et pour moi c'est un travail qui effectivement enrichit considérablement les lois et répond aux attentes des Français. Sur la loi immigration, les amendements qui sont déposés sont des amendements très précis qui répondent réellement à ce que moi je ressens du terrain, aux attentes des Français. Donc après, d'obédiences politiques différentes en fonction de qui les présente, mais globalement ça correspond à ce que nous entendons quand nous retournons dans nos territoires. Donc vous avez un vrai rôle de porte-parole de vos électeurs et de vos citoyens. Tout à fait, et un rôle en plus en tant que sénateur, je dirais d'une parole plus libre, qu'on peut la retrouver par exemple à l'Assemblée nationale, où la puissance des groupes politiques est beaucoup plus exacerbée à l'Assemblée nationale. Ici au Sénat, on a quand même l'habitude de travailler dans le calme, avec finalement ce détachement politique qui ne nous détache pas philosophiquement et finalement de qui nous sommes, mais il y a moins de pression politique et c'est là l'intérêt du Sénat. On a moins cette pression à la fois de l'instantané et à la fois des partis politiques, ce qui nous permet d'avoir une capacité de travail beaucoup plus ouverte, plus à l'écoute et de trouver plus facilement des consensus. Sénateur, c'est également beaucoup de commissions. Comment se sont passées l'attribution des commissions à laquelle vous siégez? Alors l'attribution des commissions, c'est un choix. On choisit plusieurs commissions, celles qu'on désire en premier, puis ensuite par ordre décroissant. Moi, je suis tombé sur mon choix 2, donc j'ai plutôt été bien servi. Et ça, ensuite, ces répartitions, elles se font en fonction de la puissance des groupes auxquels nous appartenons. Alors moi, je suis dans le groupe des indépendants. C'est un petit groupe de 18 sénateurs, mais c'est c'est un des groupes qui a le plus progressé en termes de nouveaux adhérents sur ce renouvellement. Donc ça, c'est un point important. Et puis, j'ai eu une vice-présidence à la délégation des collectivités territoriales et à la décentralisation. Et ça, c'est relativement intéressant et plutôt important quand on est nouveau sénateur d'obtenir une vice-présidence. Ça reste relativement rare encore actuellement. Ces commissions, ça dure tout le mandat ou c'est renouvelable pendant les mandats? Alors, habituellement, elles durent tout le mandat, mais on a possibilité de changer, si on le souhaite, au bout d'une période triennale. On revient à l'élection à proprement dit. Le fait que des groupes comme Horizon ou même le parti présidentiel vous aient soutenu, est-ce que ça change quelque chose dans votre façon de voter finalement? Alors, dans l'élection ou dans le quotidien aujourd'hui? Le fait qu'ils vous aient donné leur parrainage, entre guillemets, et leur soutien, est-ce que par moment on se dit je dois renvoyer la balle quand je vote? Est-ce que je suis mes convictions ou je renvoie la balle, quoi, en gros? Alors dans le groupe des indépendants, on a une vraie liberté d'action. Et aujourd'hui, moi je vote en fonction de mes convictions. Ce qui est plus simple et plus logique. Ce qui est plus simple quand on veut pas quand on veut pas partir dans des schémas trop compliqués. Et moi, ça me va très bien. Ma collègue Cécile Kuckerman, qui est ligérienne et qui est dans le groupe communiste, a voté des amendements que j'ai présentés. Et ça ne me dérangerait absolument pas de soutenir des amendements qu'elle présente s'ils ont vocation à avoir un intérêt pour le département de la Loire. Et donc, on a cette liberté-là, on n'est pas enfermé dans un carcan au Sénat. Et ça, c'est une vraie puissance. La vraie puissance du Sénat, je dirais qu'elle est là, en fait, et encore plus dans le groupe des indépendants, où finalement, quand on fait nos réunions politiques de groupe, on nous dit, et le président Claude Maluret nous dit, écoutez, vous êtes de grands garçons, c'est ce que vous avez à faire, votez en votre âme et conscience. Et donc on vote au gré des amendements qui se présentent, sans regarder qui les a rédigés, quelle est la couleur politique de l'amendement, mais plutôt en regardant ce qu'il y a dans l'amendement et est-ce que ça correspond à nos convictions. J'ai entendu ou j'ai lu qu'il y avait parfois des petits coups de pression quand on est soutenu, quand on soutient des amendements du Rassemblement national ou des gens de M. Zemmour. Oui, bien sûr, bah oui, c'est habituel, mais aujourd'hui, ça se fait. Moi, j'ai co-signé quelques propositions qui avaient été faites par un sénateur Reconquête,
Et réciproquement, j'ai des amendements que je présente qui sont co-signés par des sénateurs qui sont dans des groupes minoritaires, mais finalement, l'important, c'est que tout le monde soit aligné sur le fond de l'amendement, sur le fond du sujet. Et oui, alors, ça fait parfois des remous, ça fait encore des remous, mais Ça ici... alimente les réseaux sociaux? Oui, ça alimente les réseaux sociaux. Alors, il y a eu un sujet sur les réseaux sociaux où on a dit que j'avais signé des amendements et que je m'étais retiré, mais... Je vous ai vu avec un nez rouge. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, en réalité, les amendements que j'avais co-signés et qui ont été, et sur lesquels j'ai enlevé ma signature ont été rectifiés entre-temps. Ça n'est pas dit dans le communiqué de Madame Surplis, mais ils ont été corrigés. Sinon, j'aurais laissé ma signature. Moi, ça ne me pose aucun problème de co-signer des amendements avec des sénateurs qui ne sont pas de la même obédience politique que moi, à condition qu'il y ait du fond et que lorsque j'appose ma signature, les amendements ne soient pas rectifiés par la suite, ce qui est un petit peu normal. C'est comme si on vous fait signer un courrier, vous, et que derrière, on change le contenu du courrier. Ça marche pas. Ça peut arriver parfois. Ça peut arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on peut dire encore qu'on est dans une assemblée avec un côté gauche, un côté droit? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a encore une gauche et une droite? Ou alors est-ce qu'aujourd'hui, avec les événements, le climat, la politique actuelle, il y a deux blocs, l'extrême gauche et l'extrême droite, dans les idées? Je crois qu'il y a encore la gauche et la droite, mais en réalité, les différences se font maintenant sur des sujets sociétaux. J'aurais tendance à dire que ce qu'ont connu nos parents et nos grands-parents, c'était deux blocs, la gauche et la droite, qui s'affrontaient toujours autour... l'économie plutôt. Voilà, exactement. J'allais dire du domaine du travail, c'est-à-dire on parlait salaire, on parlait vie de l'entreprise, on parlait Conditions économie. de travail. Voilà. Allez, si on veut être très réducteur, on va dire que c'était le monde ouvrier contre le monde, je dirais, de l'entreprise. Voilà. Et c'est très réducteur, hein, ce que je dis. Attention, c'est pas le fond de ma pensée, mais c'est pour gagner du temps, bien que les raccourcis ne soient jamais une bonne opération intellectuellement parlant. Mais bon, on comprend tous la philosophie de nos débats. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à ne pas se retrouver quand on parle de sujets liés, par exemple, au type, le sujet autour du genre. Ce sont des vrais sujets de société où là, il y a deux mondes totalement qui ne se retrouvent pas et qui ne se comprennent pas, autour du véganisme, autour du wokisme, toutes ces influences-là qui sont fortes, profondes, autour de l'écologie, où certains ont une vision de l'écologie punitive, et nous, on a plutôt, moi, à titre personnel, j'ai plutôt une envie d'écologie de fierté, c'est-à-dire que le plus grand nombre de nos concitoyens puissent accéder à la voiture moins polluante, mais ça ne doit pas être réservé à une élite, en fait, hein, parce que tout le monde... Le coût d'achat est assez élevé encore. Et c'est ça le problème. Tout le monde a envie d'être écolo, mais aujourd'hui, tout le monde n'en a pas les moyens. Et c'est la différence aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on s'oppose et qu'on ne se retrouve pas. Certains veulent une écologie punitive et d'autres veulent une écologie d'adhésion, de fierté, d'entraînement. Et moi, je suis plutôt dans cette veine-là. Je trouve qu'aller sanctionner aujourd'hui les voitures au pétrole, c'est pas forcément une bonne idée. Encourager, par contre, à aller vers la transition écologique, pour moi, c'est une solution. Et c'est plutôt là-dessus aujourd'hui qu'on a encore des courants de pensée différents sur les sujets migratoires. Le sujet actuel sur lequel on échange, le sujet migratoire, c'est un vrai débat où là, on sent bien que finalement, on a encore profondément deux blocs dans notre pays où on a plutôt une tendance gauche, extrême gauche, qui est plutôt en difficulté à parler de ces sujets-là avec... Finalement, l'échange que j'ai eu hier soir dans l'hémicycle avec Yann Brossa, qui dit la France est un grand pays, elle est en capacité d'accueillir presque sans limite. Et moi, je pense l'inverse. Et mes collègues de centre droit et de droite pensent la même chose. C'est-à-dire que la France doit accueillir, mais dans des conditions précises,
et avec des quotas. C'est pas non plus sans limite. Donc oui, sur ces sujets-là, on a encore de blocs. Après, il y a des sujets, et notamment l'économie, où on sent effectivement que c'est moins un sujet de friction et de tension, mais c'est un petit peu normal, j'aurais tendance à dire, parce qu'aujourd'hui, économiquement, le pays, même si on ne s'en rend pas toujours compte, parce qu'une crise succède à l'autre, le chômage est quand même assez bas, et les entreprises, hormis certains secteurs qui nous inquiètent un peu plus actuellement, se portent plutôt mal, eu égard à toutes les crises qu'elles ont eu à traverser, quoi. Et donc là-dessus, l'économie est moins un sujet actuellement, mais par contre, sur tous les autres, les gros sujets de société, là, on sent qu'il y a encore vraiment différentes façons de voir les choses, et c'est pas toujours le bloc de gauche contre le bloc de droite, c'est parfois des mouvements un peu plus difficiles à cerner. Vous voulez dire que c'est un peu comme les volcans, les terrains ont tendance à glisser? Oui, c'est un peu comme les plaques tectoniques, ça bouge, mais c'est quand même des courants qui sont plus difficiles, je dirais, à définir, à cerner. C'est-à-dire qu'avant, la grosse différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'avant vous étiez de gauche, on savait précisément ce sur quoi vous n'étiez pas d'accord et ce sur quoi vous étiez d'accord. Ou de droite, c'est pareil, blanc, peu importe. Aujourd'hui, c'est différent. Et vice-versa. Et vice-versa. Ouais, j'allais dire blanc-bonnet, c'est pas le bonnet blanc. Bonnet blanc, c'est pas la bonne expression. Parce que ça voudrait laisser penser que tout le monde est interchangeable et c'est pas le cas. Mais en réalité, aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal, finalement, à définir, à cerner les courants de pensée, en réalité. C'est moins évident. C'est plus poreux, en fait. C'est plus poreux. Voyez. Si on reste dans les caricatures, les questions un peu caricaturales, est-ce que le Sénat, c'est le côté du monde rural et l'Assemblée, les grandes villes? Pas tout à fait, parce que les grandes villes ont un pouvoir de vote qui est tellement important en termes de puissance qu'elles sont représentées également au Sénat, c'est clair. Mais en réalité, je crois profondément que le Sénat correspond véritablement à l'image des territoires qu'il représente. Du moins, quand on parle de la Loire, c'est précisément ce que j'en ressens. Parce que finalement, vous avez eu des élus issus de villes plus importantes et des élus issus également du monde rural. Et c'est finalement la cartographie, l'ADN de la Loire. Aujourd'hui, maintenant que nous sommes tous au Sénat, il y a une chose de sûre, c'est que par contre, les 4 élus présents ici au Sénat, qui sont 4 élus d'obédience politique différentes, poussent tous dans le même sens quand il s'agit de parler de la Loire. Et c'est ça qui est important. L'idée, c'est de faire avancer la Loire? L'idée, c'est de faire gagner la Loire. Gagner même, c'est encore plus fort comme message. L'idée, c'est de faire gagner la Loire. Et moi, je sais, et c'est réciproque, que quand je porte un dossier ou un projet sur la Loire, et ça a été le cas sur l'amendement que j'ai présenté et qui a été adopté sur les services, la mobilité en fait ferroviaire entre Saint-Étienne et Lyon, eh bien les 3 sénateurs de la Loire plus moi 4, les 4 sénateurs de la Loire ont signé cet amendement. J'ai envie de vous poser la question, du coup finalement on revient à ce que je disais tout à l'heure, quand on met les 4 sénateurs de la Loire côte à côte, est-ce que c'est 4 sénateurs de la Loire qui font gagner la Loire? Ou alors là aussi, il y a le sénateur de droite, le sénateur du centre, le sénateur de gauche, le sénateur d'extrême gauche. Finalement, on est tous dans le même sens et voilà, en avant la Loire. On se retrouve pour défendre notre territoire. Je pense nous serons toujours au rendez-vous et toujours, sauf sur des sujets très politiques, à l'unanimité. Et c'est pour moi une vraie preuve d'intelligence. On serait perdant de se diviser, on ferait perdre notre territoire. Et ce n'est absolument pas ni le sens de notre engagement, ni ce que nous voulons. Par contre, sur les sujets plus politiques, on ne se retrouve pas, il y a des différences, et ça, c'est plutôt normal. Moi, j'ai plutôt... moi, quand je fais des prises de parole ou que je présente des amendements, je vois que... plus politique, très souvent, Hervé Reynaud est plutôt dans la même veine que moi. Et forcément, Jean-Claude Tissot et Cécile Cukierman, parfois, nous avons
des différences de vote sur des sujets politiques. Et c'est normal et c'est plutôt naturel. Ça respecte aussi le choix de leurs électeurs. Oui, et puis ça, finalement, ça représente toute la diversité politique de la Loire. Exactement. Mais la Loire, c'est ça en réalité. Hein. La Loire, c'est un territoire où il y a une droite très marquée, une gauche ouvrière, issue de l'histoire aussi de ce territoire, qui est présente, qui est marquée, et c'est respectable. Et puis après, vous avez un centre, qu'il soit centre droit ou centre gauche, qui est encore très représenté. Qu'est-ce qui fait que dans 6 ans, quand vous serez à la fin de ce mandat, vous pourrez dire j'ai réussi mon mandat? Ça, c'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée, en général, on dit. Hein. Oui, mais je vous remercie de l'avoir posé. Plusieurs choses. La première, c'est que j'arrive à être en accord avec les engagements pris sur la campagne, c'est-à-dire d'avoir associé les grands électeurs aux décisions que je prends et que je vote ici. On a commencé avec la votation sur la loi immigration, où on a eu 300, combien on a eu de votants? Environ 300 votes exprimés. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Donc ça, c'est une première étape, la démocratie participative sur des sujets importants. La deuxième, c'est d'arriver à faire passer des sujets en proposition de loi qui m'ont été proposés et que j'ai portés pendant la campagne. Et je suis déjà en train d'y travailler dessus et j'espère que nous aurons, au bout des 6 ans, 1 ou 2 lois qui auront été adoptées ou qui seront sur le point de l'être. Et puis, comme on l'a évoqué, d'arriver à faire gagner le territoire ligérien en apportant et en important des projets nationaux dans la Loire. C'est ça l'intérêt d'avoir des parlementaires à Paris, c'est que d'être présent dans les réseaux, dans les sphères de décision et de dire attendez, ce sujet-là, il peut être intéressant, il peut être porteur pour mon territoire et je souhaite que la Loire soit un territoire associé à ces futurs développements-là, de manière à pouvoir gagner soit des implantations de grandes entreprises, soit de grands événements nationaux, soit des infrastructures nationales, équipements qui viseraient à s'installer chez nous et qui, à travers tout ça, génèrent de l'économie, de l'emploi et puis du dynamisme. On est tous très fiers d'être des Ligériens, des habitants de la Loire. Vous êtes arrivés au Sénat avec des nouvelles têtes, des nouveaux visages, des nouveaux parcours de vie. Qu'est-ce que ça représente quand vous dialoguez avec vos collègues, quand vous leur dites « moi je viens de la Loire », quelles sont les réponses? On a toujours ce problème d'identification de la Loire. Ça, il est éternel. Ça fait des années que je le dis. Il est éternel. Et alors, je vais vous partager mon point de vue. Il tient aussi dans le nom de ce département. Parce que c'est le seul département qui a le mot Loire uniquement, sans aucun autre terme accroché. Et donc, c'est plus difficile de l'identifier, de le positionner sur la carte. Quand on évoque le nom de Saint-Étienne, tout de suite, là, c'est plus simple. Généralement, on connaît la réponse. Voilà, on arrive à se faire connaître et on arrive on nous parle, on nous fait encore très souvent référence au foot. On est toujours en 76 à Saint-Étienne. C'est ça. Mais c'est Saint-Étienne s'est arrêté en 76. C'est incroyable de voir comme la France a été marquée par l'époque des Verts. L'équipe de Saint-Étienne était finalement l'équipe de France de l'époque. Hein. Ah oui, tout à fait. Et ça restera pour les Français la première équipe à avoir eu un parcours aussi important et dont ils sont fiers. Et vous savez qu'il y a même chez les opposants au niveau du foot. Il n'y a pas que le Sénat, on peut aller dans... Moi j'ai des souvenirs en haut du Vésuve, à plein d'endroits, on m'a parlé des Verts. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça, la première chose, elle est là, c'est-à-dire qu'on a Saint-Étienne, ça évoque d'abord ça. Alors même si c'est un peu galvaudé et passe-partout, ce que je vous dis, c'est la première réaction. Ensuite, quand on discute avec les sénateurs qui sont déjà en place depuis quelques années, eh bien les premiers échanges tournent autour de comment tu as été élu, quelles sont les valeurs que tu portes et puis qu'est-ce que tu veux faire ici. Et là, rapidement, on part sur les sujets de sensibilité et de société. Voilà. Et puis, il y a un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure et qui est important, c'est que nous sommes, et nous avons été sur ce mandat, happés par l'actualité. Israël,
la guerre en Ukraine, qui est encore un sujet prégnant chez tout le monde, l'antisémitisme en France, le développement des actes racistes. Ces sujets-là, ils viennent s'additionner, s'ajouter aux autres, et donc forcément ils perturbent notre façon de travailler aussi. Parce que ce que nous avions prévu de faire finalement, et ce que nous classions comme étant nos priorités d'action, eh bien, se retrouve un peu bouleversé par l'actualité, et nous sommes obligés de nous réorganiser, y compris en termes d'emploi du temps, pour à la fois interroger le gouvernement sur bien les décisions qu'il va prendre et les actions mises en place pour faire en sorte que ces sujets ne se développent pas, se règlent. En même temps, les lois liées aussi à ces situations-là, qui sont parfois des lois d'urgence et qui du coup chamboulent tout le calendrier législatif. Vous avez été conseiller départemental, maire d'une commune, aujourd'hui sénateur. Est-ce qu'il y a dans votre esprit d'autres marches dans le futur? Eh bien, quand j'ai été élu maire de la commune de Boins-sur-Lignon, j'ai déjà été très honoré par la confiance des habitants de cette commune qu'ils me faisaient, parce que je n'avais jamais auparavant eu un rôle politique. J'ai jamais été ni conseiller municipal, j'ai jamais œuvré dans une collectivité. Oui, dans une collectivité, voilà, voilà. Et je m'étais jamais engagé. Donc j'ai déjà été honoré de cette confiance, et je n'aurais jamais imaginé finir sénateur. C'est une évidence. Finalement, c'est une évolution fulgurante en politique. Oui, alors, il y a plus rapide, il y a plus fulgurant, et il y a moins fulgurant aussi. Mais j'ai été élu la première fois en 2014, réélu à la tête de la commune de Boins, donc renouvelé. C'est le mandat le plus difficile, le mandat municipal, le mandat communal. C'est le plus difficile, c'est le plus important, celui qui vous apporte le plus, c'est celui qui vous forge, c'est celui qui vous forme. Pour moi, c'est l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, je travaille sur une proposition de loi pour qu'il n'y ait plus de possibilité d'accéder aux fonctions parlementaires et aux fonctions de hauts fonctionnaires de l'État sans avoir eu un passage en collectivité locale. Parce que vous êtes à la fois en prise directe de décision et à la fois en prise directe avec vos concitoyens qui n'hésitent pas vos administrés, pardon, qui n'hésitent pas à vous le dire, à vous partager leur point de vue. Et quand ça plaît pas, quoi. Ils viennent au contact. Et c'est très intéressant. Alors après, le département, bien entendu, j'étais très heureux d'être élu au département. Le Sénat, c'est encore une autre marche que je ne pensais pas arriver à franchir comme ça du premier coup. C'était véritablement une surprise. Après, la suite, je ne la connais pas. Je serais très heureux, bien entendu, d'être à l'écoute des opportunités ou des propositions, mais ça ne dépend pas de moi, parce que quand on est sénateur, derrière la suite, elle ne dépend pas de vous, en fait. C'est soit on vient vous faire des propositions, soit il faut vous présenter à une autre élection, mais quand on est au Sénat, la seule élection qu'on peut viser, Si, il y a peut-être pour les plus hauts, la présidentielle. Il y a peut-être la présidence du Sénat déjà dans un premier temps. Ouais, mais alors la présidence du Sénat, elle est tenue par un président qui est là depuis Justement, et un bon nombre d'années, renouvellement. qui fait bien le boulot. Et dans un premier temps, il faut déjà faire un deuxième mandat pour pouvoir espérer candidater à une vice-présidence de Sénat. C'est déjà une marche très importante qu'on ne peut pas espérer gravir en n'ayant fait qu'un seul mandat. Donc là, pour conclure, j'aimerais vous poser une question, c'est revenir sur votre élection, le soir de l'élection. Est-ce que ça a été réellement, moi je le sais, mais c'est quand même été une surprise, hein. Vous l'avez même dit. Hein. C'était une grosse surprise. On en avait parlé avant, on se disait il va manquer quelques voix. Comment ça s'est passé cette soirée après le résultat? Comment vous avez vécu ça? Est-ce que ça vous a fait peur ou vous vous êtes dit, ça y est, comme je vois que vous êtes un battant, franc-parler et tout, est-ce que vous dites, ça y est, je suis dans l'action et je vais pouvoir œuvrer? Alors, ça ne m'a pas fait peur, parce que je m'étais préparé mentalement, mais je m'étais préparé mentalement à gagner ou à perdre. Je crois qu'il n'y a pas d'autre option.
Exactement. Mais si vous voulez, contrairement à certains de mes collègues où je vois que parfois quand ils perdent une élection, ils sont traumatisés de la chose, moi je m'étais dit, bon, si ça perd, bah, le lendemain je reprends ma vie normale et je vais au travail, je continue. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs le lendemain, parce que je n'avais pas prévu de gagner. Donc je ne m'étais pas fait remplacer au travail le lendemain. Donc la soirée, elle a été plutôt brève, hein. Elle n'a pas non plus été festive jusqu'au bout de la nuit. Ça a été un grand bonheur de gagner. C'est toujours un moment en termes d'adrénaline important. Par contre, ça a aussi été le début des pressions, parce que j'ai eu beaucoup d'appels le soir même, en me demandant de commencer à réfléchir à ce que j'allais faire, à ce que je voulais faire, où je voulais me positionner. Et ça, je dois avouer que ça m'a un peu gâché, la fête. J'ai pas passé une soirée excellente. J'ai eu vraiment quelques grands moments de bonheur à l'instant T où j'ai vu que nous avions gagné et surtout que nous n'étions pas derniers. Parce que ça a été la double surprise. Et premièrement, on gagne, deuxièmement, on n'est pas dernier. Parce qu'on s'était dit, si on gagne par miracle, ce sera au forceps et on sera vraiment dernier. On n'était pas dernier, on a gagné. Là, j'ai eu quelques minutes de bonheur, mais qui ont vite été écourtées par la suite, parce que derrière, le téléphone a sonné rapidement. Et là, les pressions commençaient. Des gens très importants? Oui, oui. Des gens très importants. Est-ce que vous pensez que votre élection, elle n'est pas un petit peu due aussi à la guerre qui se trame du côté de Saint-Étienne Métropole? Oui, il y a eu forcément la situation stéphanoise a fait que le résultat de cette élection sénatoriale était un peu inattendu. Mais une chose de certaine, c'est que les voix de Saint-Étienne et de Saint-Étienne Métropole sont allées chez tout le monde. J'ai entendu beaucoup de choses. Merci d'avoir posé cette question, je refais. On coupera au montage. J'y reviens. Non, elle est importante cette question et je tiens à y répondre, elle est très importante. J'ai entendu beaucoup de choses sur les voix de Saint-Étienne et de Saint-Étienne Métropole. En réalité, les grands analystes politiques que nous avons dans la Loire ont qu'à sortir la calculette et bien refaire les comptes. Les voix de Saint-Étienne, il y en avait chez nous et il y en a eu chez d'autres. Et donc, premièrement, nous n'avons pas été élus, enfin je n'ai pas été élu, mais mon équipe n'a pas été élue uniquement avec les voix de Saint-Étienne. Deuxièmement... On a peut-être tendance de voir, nous dans la Loire, les Stéphanois de se trouver plus importants qu'on ne l'est finalement dans toute la Loire. Non, mais en réalité, je pense que certains ont trouvé cette excuse bien commode en fait. Dire ah bon, on n'a pas fait le score qu'on attendait, donc c'est de la faute aux voix de Saint-Étienne. En réalité, moi j'entends ça et peut-être que dans leur position j'aurais fait pareil, mais nous avons gagné sur un vote d'adhésion. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de voix de Saint-Étienne chez nous, je ne sais pas le dire, personne ne sait le dire. Mais il y a d'autres équipes qui ont fait des gros scores et qui ont eu pas mal de voix de Saint-Étienne aussi, quoi. Donc, il faut relativiser, hein, parce que si on avait eu que les voix de Saint-Étienne, on n'aurait pas été élus. On en a eu, on ne les a pas toutes eues, elles sont allées un petit peu de partout, et à l'arrivée, je pense que faire porter notre victoire uniquement sur les voix de Saint-Étienne, c'est très réducteur. Par contre, faire porter un échec uniquement sur le fait que les voix de Saint-Étienne n'étaient pas au rendez-vous, c'est bien commode pour plusieurs écuries, mais c'est à mon avis la vérité n'est ni d'un côté ni de l'autre. Dernière question qui finalement me concerne un petit peu. Quelle est la place des médias, de la communication dans votre campagne? Est-ce que vous pensez que ça a joué un petit rôle? Et moi, j'ai été très surpris, pas par le nombre de visites de l'interview qu'on a fait juste avant, parce que les visites que l'on fait, c'est pas des gros chiffres, mais j'ai eu beaucoup de gens, et notamment de politiques de tous bords, qui m'ont parlé de votre interview, ce qui veut dire qu'ils ont été la voir. Comment vous la situez? Est-ce que cette communication, elle joue un rôle? Ou alors aujourd'hui, les gens, il y a tellement de médias, tellement d'émissions, ça ne change pas leur vote? Ah non, pour moi, elle a été très importante, la place des médias, dans ma campagne, dans notre campagne. Pour 3 raisons. La première, nous n'étions pas sortants. Un sortant, il a un bilan, il a un réseau d'élus, il les connaît, il a eu le temps de les rencontrer. Donc, les élus savent s'ils vont voter pour lui ou pas. Quand on est sortant, il y a déjà cette chance-là.
La deuxième, nous n'avions pas de réseau. Nous n'étions pas président d'une assoce de maires, que ce soit les maires ruraux, que ce soit l'AMF, que ce soit... Si je me souviens bien, vous n'aviez même pas le temps d'envoyer les courriers avec votre programme. Exactement, exactement. Nous n'avons pas pu rencontrer tous les élus. Donc il y a des gens qui ont voté pour nous sans que nous ne puissions aller à leur rencontre et qui se sont basés sur ce que nous avons dit dans les médias. Et puis quatrièmement, et c'est tout aussi important, nous ne sommes pas issus d'une grande ville, donc potentiellement avec un réservoir de voix important. Si vous êtes élu d'une commune comme Roanne ou comme Saint-Étienne ou même Saint-Chamond, mon collègue Hervé, vous avez déjà un potentiel de vote important. Maire de Bouin, c'était 7 voix, plus la mienne 8. Déjà, sur la ligne de départ, on n'est pas tous à égalité entre les sortants, les présidents de réseau, quels qu'ils soient, et puis le fait d'être issu d'une grande ville ou non. Donc le rôle des médias, sur notre campagne à nous, il a été prépondérant. Si nous n'avions pas eu les médias, presse, PQR et réseaux sociaux, et télé, même télé locale, nous n'aurions, je le pense, nous n'aurions pas été élus. Car le message à porter, avec le temps imparti, la campagne éclair que nous avons menée en partant très tard, en partant les derniers, et en n'ayant pas eu le temps de rencontrer tous les élus, ce que je vais m'employer maintenant à faire pendant les 6 ans à venir, bien entendu que notre message n'aurait pas pu être porté. Pierre-Jean Rochette, monsieur le sénateur, je vous remercie encore une fois de cette invitation au Sénat. J'ai envie de vous demander, on va se projeter dans 6 ans, de refaire une interview à la fin de votre mandat. J'espère que physiquement, je n'aurai pas trop changé. Ouais, j'ai peur que vous alliez prendre quelques cheveux blancs. Hein. Ouais, les cheveux blancs, oui. Si c'est que les cheveux blancs... Moi, j'ai aucun souci, je suis pas à l'image. Je m'en serais pas trop mal tiré. Oui, d'ailleurs, il faudrait un peu la tourner de temps en temps, la caméra. Il va falloir investir dans un deuxième téléphone pour pouvoir faire un contre-champ. Pour avoir un petit peu, effectivement, l'envers du décor. L'évolution du temps, un petit peu le poids du temps. Ah oui, le poids, c'est le poids. mot Oui, qui fâche. oui, le poids du temps dans tous les sens sur nos... En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Mais avec grand plaisir. Moi, je vous redonne toute mon amitié et ma sympathie parce que ça a été vraiment des moments très intéressants. Et je vous le dis, j'ai eu tellement de retours que j'en suis encore surpris. Moi, je suis ravi et je vous remercie de faire vivre la parole publique. C'est important. C'est important que nos concitoyens sachent ce que nous faisons ici. Parce qu'il y a parfois des images faussées. Et le fait, au contraire, que les médias s'intéressent à nous et nous permettent de véhiculer notre travail, ce que nous faisons ici, c'est pour moi c'est une place importante dans mon esprit. Donc je vous remercie. Bien entendu que je vous ferai suivre l'évolution de nos travaux parlementaires et que je serai ravi de vous accueillir pour faire à la fois un bilan d'étape et puis le bilan final dans 6 ans. Je vous laisse, j'ai un TGV à prendre. Merci Gilles, bon retour.